Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 37e épisode. Dans cet épisode, je me pose la question, BDSM écrit, le bâillon est-il une solution ? Avant de commencer, quelques précisions. Ce que je vais dire dans cet épisode, ce sont des idées qui me viennent en tête, qui me sont venues en tête récemment. Je prétends pas du tout que ce soit une analyse, quelque chose qui soit vraiment super en profondeur. En fait, depuis quelque temps, j'ai fait des recherches personnelles, bien sûr, sur le sujet des bâillons, et je me posais des questions sur l'atténuation du bruit, pour les cris, bien entendu. Personnellement, j'en utilise pas vraiment des bâillons, je vais en reparler tout à l'heure, alors que, au contraire, j'utilise très souvent, de façon très fréquente, des bandeaux. Mais là, donc, j'ai fait un certain nombre de recherches et ça m'a donné des idées. Je me suis dit, ça pourrait intéresser les différentes personnes qui m'écoutent, donc créons un épisode. Première partie, pourquoi ce sujet ? Si vous avez écouté mon épisode 34, qui était intitulé « L'art de la dissimulation dans le BDSM, le problème », vous vous rappellerez certainement que j'avais parlé, en long et en large, d'un problème majeur avec le BDSM, c'est le bruit, évidemment. Alors évidemment, quand on a des activités de type sexuel, le bruit, souvent, il y en a. Bon, parfois, on a des halètements, des gémissements, ce genre de choses, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Et parfois, vous avez des personnes qui sont vocales, Par exemple, il y a quelques années, j'avais rencontré une fille, dès qu'on commençait à la stimuler un tout petit peu, elle arrêtait pas de pousser des petits cris. Pas du tout des cris de jouissance, pas du tout ce genre de choses. C'est juste que, du début à la fin, en fait, au lieu de juste avoir des halètements, avoir du souffle un peu fort, elle, c'était des petits cris, elle pouvait pas se retenir, en fait. Et c'était super gênant vis-à-vis des voisins, parce que je me disais quand même, j'espère que ça va pas trop traverser les murs, parce que elle était relativement vocale. Pas énormément, mais suffisamment pour que je me sois un peu posé la question. Heureusement, mes voisins directs n'ont pas une pièce de vie qui touche le mur de la chambre à coucher, donc c'est pas trop grave. Mais le bruit, c'est quand même un problème classique, en tout cas quand on habite en appartement, comme c'est mon cas. Quand on parle de BDSM, le bruit, évidemment, c'est un beaucoup plus gros problème, parce que vous avez par exemple le bruit d'une fessée, c'est pas forcément très sonore, mais si on passe à des choses un peu plus sérieuses, entre guillemets, des paddles, des fouets, des choses comme ça, là, vous pouvez avoir le bruit des instruments, et ça peut être un bruit qui est assez fort, mine de rien. Et puis évidemment, le sujet qui nous intéresse pour cet épisode, vous avez tous les côtés des bruits émis par les personnes, et surtout évidemment, les bruits émis par la personne qui reçoit, donc typiquement des gémissements, des cris, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique au BDSM, ou en tout cas qui est beaucoup, mais alors beaucoup plus aigu quand on fait du BDSM, évidemment. Du coup, ça pose la question, quand vous faites du BDSM et que vous avez des activités qui sont un petit peu sonores comme ça, c'est difficile d'atténuer les sons du genre paddle, fouet, etc. Mais d'un autre côté, ces bruits-là, vus de l'extérieur, ça peut passer pour quelque chose du genre du bricolage. Donc on peut à la limite essayer de faire passer les choses comme ça. Le vrai problème, ce sont évidemment tous les cris et les gémissements. Et donc la question forcément, c'est comment minimiser ce bruit quand on a des personnes autour de soi, que ce soit la famille dans d'autres pièces, ou bien des voisins, comme c'est mon cas par exemple quand on est dans un immeuble avec des appartements tout autour. La solution de base, vous allez me dire, c'est de pas crier, mais ça, évidemment, ce sera un petit peu trop simple. Donc on va pas envisager ce genre de choses, on va pas parler de possibilités éventuelles de faire des techniques sur soi-même pour arriver à maintenir justement un niveau de bruit très bas, à se retenir, etc. Tout ça, ça demande de l'entraînement, une personne moyenne n'ira jamais faire ce genre de choses, et puis c'est pas forcément ce qu'on veut quand on fait du BDSM, donc tout ça, c'est pas des vraies solutions. Après, vous avez évidemment des solutions du genre insonoriser plus ou moins la pièce où vous avez vos activités BDSM. C'est pas forcément facile à faire, ça peut être très difficile. Et ne parlons pas du fait que c'est probablement difficile à justifier vis-à-vis des personnes qui soit vivent avec vous, soit viennent vous voir. Parce que avoir contre les murs tout un tas de panneaux pour atténuer le bruit, ça fait un peu bizarre si c'est pas dans une salle de musique, évidemment. Alors au final, vous doutez de là où je vais en venir, c'est évident. Une autre solution, la solution qui paraît la plus simple en tout cas, c'est d'utiliser un bâillon évidemment. Alors juste une précision avant d'entrer dans le vif du sujet, un bâillon ça peut être pas mal de choses différentes. Alors gardez bien ça à l'esprit, vous avez peut-être en tête des images de photos BDSM que vous avez vues par exemple, mais en fait les bâillons il y a pas mal de possibilités, donc gardez bien ça en tête. Je parle pas d'un type précis de bâillon, je parle du concept au sens vraiment large, ça va être important pour la suite.
Enfin, ça va sans dire, hein, mais il y a des types de bâillons qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, il y en a qui seront peu efficaces et il y en a qui seront très efficaces, ce qui n'est pas forcément sans contrepartie, je vais tout de suite expliquer pourquoi. Deuxième partie, les problèmes posés par les bâillons. Alors un bâillon, ça peut vraiment très fortement atténuer le bruit, les cris, les gémissements, etc. Cela dit, je viens de l'expliquer, hein, les bâillons, ça recouvre une très grande variété de possibilités en réalité, surtout que là je vais utiliser le terme de façon très floue, hein, et j'utilise le concept au sens vraiment le plus large, d'accord ? Je vais en reparler tout à l'heure et vous verrez que certaines choses que je vais évoquer sont pas vraiment des bâillons. Du moins ce n'est pas le type de matériel, d'accessoire auquel vous penseriez naturellement, même si bon l'objectif est le même, alors j'ai groupé tout ça en une seule catégorie. C'est un peu triché mais c'est pas grave. Donc j'utilise vraiment le terme bâillon de façon très très large et pas du tout stricte, hein. Une autre chose importante à noter, c'est qu'il faut vraiment relativiser tout ce que je vais dire parce que, évidemment, quand je parle de problèmes ou de dangers associés au bâillon, ces problèmes ou ces dangers, ils vont pas mal varier en fonction du type de bâillon dont on parle. Certains sont plus symboliques qu'autre chose et certains par contre peuvent être plutôt délicats à utiliser et leur utilisation peut même être carrément risquée et dangereuse. Donc là, je vais évoquer les types de problèmes qui se posent, mais pour être bien clair, hein, je me répète, ce que je vais décrire s'appliquera plus ou moins à tel ou tel type de bâillon. C'est un point important, c'est pourquoi je veux insister dessus. D'abord, je voudrais parler des problèmes, c'est-à-dire pas vraiment des dangers, mais des choses qui sont ennuyeuses au minimum. Si vous avez jamais pensé à comment on peut utiliser un bâillon, si vous en avez jamais eu l'expérience, que ce soit vous ou avec votre partenaire, vous allez peut-être pas visualiser tous les problèmes, c'est normal. Donc là, je vais faire un petit résumé des soucis classiques. Ce sont des soucis évidents, hein, mais je préfère parler de tout pour être bien clair, comme je le fais d'ailleurs dans tous mes épisodes. Je préfère répéter, radoter entre guillemets des choses un peu évidentes pour être sûr que on parle bien de la même chose. Donc les problèmes les plus classiques, c'est d'abord que un bâillon c'est désagréable. C'est désagréable à porter, surtout si on le porte plus que 1 ou 2 minutes. Prenons un exemple tout bête, hein, la chose à laquelle une personne moyenne va penser au départ pour improviser un bâillon. Si vous n'avez pas un matériel spécial, un accessoire particulier, pour faire une approximation de bâillon, la première chose qui vient en tête, c'est d'utiliser un bout de tissu quelconque. Ça peut éventuellement être une écharpe légère, ce genre de choses. Et donc, on en fait plusieurs épaisseurs où on la roule, on roule le bout de tissu, et puis ensuite, on le met dans la bouche et on attache ça derrière la tête. Alors ça, c'est un des pires types de bâillons en fait. C'est très désagréable dans la bouche. En fonction du tissu, c'est plus ou moins horriblement désagréable, certains sont vraiment très désagréables. Vous avez des problèmes avec la salive qui va entrer dans le tissu, ensuite le bâillon il va être crado, il n'y a pas d'autre mot. Bref, c'est vraiment pas une solution top, et franchement c'est pas trop quelque chose qui est recommandable, à part si c'est symbolique, le temps de prendre quelques photos par exemple, évidemment. Un autre problème classique avec les bâillons, un peu de tous les types, mais surtout avec ceux qui vont entrer dans la bouche, parce qu'il y a des bâillons qui peuvent ne pas du tout entrer dans la bouche. Mais quand on pense à un bâillon, en général, on pense d'abord à, par exemple, ce que je viens de décrire, le coup du morceau de tissu qu'on vous fait entrer dans la bouche. Tout ça, ça peut créer comme problème des aphtes dans la bouche. Ça peut, à différents degrés, créer des problèmes, des douleurs aux lèvres, évidemment, et ça peut aller jusqu'à créer de la douleur, être plus que désagréable. De la même façon, ça peut créer des problèmes pour les gencives, et carrément pour les dents en fait. Donc tout ça mis bout à bout, vous voyez, c'est un problème. Et en plus de ça, vous avez les marques. Parce que quand vous avez quelque chose qui est au niveau de la bouche comme ça, surtout quelque chose qui est mis dans la bouche, forcément sur les côtés notamment, aux commissures des lèvres, vous avez une forte chance que ça laisse une marque, en plus de tous les problèmes à l'intérieur de la bouche elle-même. Et puis, je l'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure, vous avez tout simplement la salive. Alors selon le type de bâillon, ça va être absorbé ou pas, mais vous avez beaucoup de bâillons où ça va pas être absorbé, et donc la salive, elle va dégouliner un peu de tous les côtés, et en fonction de la position, ça peut dégouliner à l'extérieur, bref. Quand je disais tout à l'heure que ça risquait d'être crado, là vous imaginez ce que ça peut donner. Si je prends mon exemple, je suis très sensible aux aphtes par exemple. La moindre nourriture qui est un petit peu mauvaise ou parfois juste devoir m'enlever quelque chose qui est resté coincé entre des dents, des choses comme ça, la moindre chose, ça peut me donner des aphtes ou bien me blesser aux gencives. Parce que je suis vraiment très sensible à ce niveau-là. Donc vous voyez, pour moi par exemple, je pourrais pas vraiment emporter un bâillon.
parce que ça me laisserait trop de problèmes à la bouche. En tout cas, des bâillons qui pénètrent dans la bouche, ce serait un problème pour moi. Et de la même façon, j'ai une amie avec qui j'ai jamais utilisé de bâillon, pour une raison très simple, c'est qu'elle a des problèmes aux dents et que j'avais peur que, avec les types de bâillons habituels qu'on utilise, que ça puisse lui créer des problèmes en fait. Du coup, j'ai préféré renoncer parce que je voulais pas prendre un risque, même s'il était relativement faible potentiellement. Et avec certains types de bâillons, jamais j'aurais accepté de les utiliser, même si elle m'avait demandé, parce que il y en a qui sont notamment avec des morceaux métalliques, etc. Et là, ça aurait pu sérieusement lui faire des dommages en fait. Elle a déjà suffisamment de problèmes avec ses dents. Moi, je voulais pas prendre de risques additionnels. Je voulais prendre aucun risque qui puisse empirer les choses. Donc là, je venais de parler plus de choses qui sont désagréables. À la fin, j'ai commencé à arriver à des choses qui peuvent être un peu risquées. Maintenant, parlons des vrais risques, des vrais dangers. Alors, dangers potentiels, bien sûr, mais qui sont assez forts, et il faut pas les sous-estimer. Et je me répète, ces risques sont très variables, ils dépendent vraiment du type de bâillon avant tout, et de la façon dont on l'utilise, et après, bien entendu, du temps pendant lequel on l'utilise, ce genre de choses, évidemment. Alors le premier risque, le premier problème majeur, c'est évidemment, vous allez immédiatement vous dire « Ah bah oui, c'était évident », c'est que un bâillon, par essence, ça rend la communication plus difficile. Forcément, puisque le but c'est d'atténuer le bruit ou de le diminuer autant que possible. Qui dit diminution du bruit et masquage d'une façon ou d'une autre de la bouche, dit forcément de beaucoup plus grandes difficultés pour communiquer. C'est évident. Alors cela dit, il faut relativiser parce que, en réalité, c'est très difficile de vraiment totalement empêcher quelqu'un de faire du bruit, de gémir, etc. Mais quand on est dans un contexte BDSM, c'est vraiment pas idéal d'avoir des soucis pour communiquer, par exemple, arrête, j'ai une crampe dans la jambe droite, faut arrêter tout de suite. Des choses aussi simples que même dire ralenti, ou là j'ai un problème, ou j'ai mal à la main gauche. Eh ben, quand vous avez du mal à parler parce que vous avez quelque chose qui vous gêne l'élocution, notamment quand vous avez quelque chose à l'intérieur de la bouche, ou bien parce qu'on vous entend pas trop et qu'un marmonnement c'est assez dur à interpréter, c'est pas idéal, loin de là évidemment. Ensuite, il y a un deuxième problème de communication, et là par contre je pense pas que vous y auriez pensé, pas en tout cas sans avoir déjà fait des essais, c'est que quand on met un bâillon, la plupart du temps ça masque au moins une partie du visage. Parfois ça peut masquer une grande partie du visage, je vais en parler tout à l'heure. Plus on masque le visage, plus ça pose un problème pour communiquer visuellement. Parce que la communication chez les humains c'est pas que sonore, il y a aussi une grande partie visuelle et gestuelle, Et évidemment, le visage, c'est un des endroits les plus importants, puisque une grimace, la bouche qui se tord d'une façon, les yeux qui font ci ou ça, ce sont des moyens de communication qui sont vraiment importants, qui sont très utiles, et si vous les masquez, vous diminuez encore plus la possibilité de communiquer. L'exemple typique est évident, c'est quand vous voyez quelqu'un qui fait une grimace ou au contraire qui sourit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle pour avoir compris que la personne, elle est soit mécontente, soit contente. Vous avez juste besoin d'avoir vu sa mimique. Mais si vous n'arrivez plus à voir le visage ou si c'est masqué ou déformé, puisque avoir un bâillon ça peut aussi rendre très difficile certains mouvements du visage, eh bien là aussi ça devient un sérieux problème. Donc là je viens de parler d'un des problèmes majeurs, c'est la communication qui est beaucoup plus difficile, à la limite parfois de l'impossible. Mais il y a aussi des risques, des problèmes sérieux, il faut pas les sous-estimer, ça peut vraiment être dangereux, ce sont des risques pour, par exemple, respirer tout simplement. Alors là, je pense que cette fois aussi, ça va vous paraître assez évident, le bâillon, quelque chose qu'on vous met dans la bouche, forcément, ça obstrue un minimum la bouche, parfois ça l'obstrue beaucoup, et donc ça rend plus difficile de respirer. Alors si en plus vous avez par exemple un petit peu des problèmes dans le nez un petit peu pris, un petit peu congestionné, etc., bref que vous avez des difficultés à respirer par le nez, ça rend les choses carrément périlleuses, et potentiellement vraiment dangereuses. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains bâillons, vous en avez peut-être vu dans des sex shops, certains bâillons qui sont des bâillons à boules qu'on place dans la bouche, ils ont des trous. La raison, c'est pour pouvoir respirer en fait. Mais même en ayant des trous, même en faisant ce qu'on peut comme effort, c'est pas forcément suffisant parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de respirer, sans compter qu'on est généralement dans une posture qui est pas favorable à une bonne aération de la personne. Et puis, il y a certains bâillons qui rendent vraiment, mais alors vraiment difficile de respirer, à la limite de l'impossible. Donc c'est vraiment un problème potentiel majeur. Et relié directement à ce problème-là, vous avez le problème aussi qu'on peut s'étrangler ou s'étouffer. Alors ça, ce sont des avertissements qui sont toujours donnés quand on parle des bâillons, et ce sont des avertissements qui ont du sens, plus ou moins, en fonction du type de bâillon.
Un des problèmes, par exemple, ça peut être que vous arrivez plus à avaler votre salive correctement, par exemple, parce que votre bouche est ouverte, vous avez la mâchoire dans une mauvaise posture. En plus de ça, généralement, on est allongé sur le lit, ce qui rend les choses plus difficiles. Là, évidemment, je veux dire comparé à quand on est debout, en position normale, dans laquelle c'est le plus facile de respirer, de déglutir, etc. Alors que c'est beaucoup plus difficile quand on est allongé sur le dos, sur le lit, par exemple. Donc là, on a vraiment aussi un sérieux problème, et le pire, c'est que c'est pas forcément évident de s'apercevoir du souci, puisque la personne peut pas parler, vous pouvez peut-être pas trop voir son visage, donc vous voyez pas l'appel à l'aide que la personne elle essaie de vous transmettre, et donc on peut avoir des difficultés à voir les choses. Et un autre problème, c'est que si vous avez pas les yeux sur le visage de la personne, vous pouvez ne pas vous apercevoir du problème. Prenons un exemple classique du BDSM, c'est quelqu'un qui est attaché sur le ventre pour, par exemple, donner du fouet sur les fesses, par exemple. Si vous ajoutez le bâillon, vous ne voyez pas le visage de la personne, ou du moins vous avez du mal à le voir, parce qu'il faudrait qu'elle tourne la tête dans votre direction, et puis vous êtes en train de regarder les fesses, par exemple, donc vous voyez pas tout. Bref, vous voyez, si on s'en sert dans certaines situations, certaines positions, le risque il augmente fortement. Il peut même augmenter de façon très très sérieuse, au point que ça devient vraiment dangereux. Et puis de façon générale, ça va sans dire, de façon assez évidente, plus vous faites des choses donc sur la durée, plus le risque il va augmenter. C'est évident, je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je préfère le répéter, donc il y a aussi un problème de durée. Donc vous voyez, même si je relativise, je me répète, il faut quand même faire attention. En fonction du contexte, en fonction des personnes avec qui vous faites, en fonction des accessoires dont vous disposez, en fonction de l'intensité des choses que vous voulez faire, de la durée, etc., on peut passer de choses qui sont pas franchement risquées, qui sont un peu symboliques, à des choses qui peuvent quand même assez vite devenir risquées en fait. Donc en résumé, faut faire attention. Faut vraiment faire attention, et ça peut être un risque sournois qu'on peut assez facilement sous-estimer en fait. Et donc tout ça, faut vraiment les garder en tête, et si on n'est pas sûr de soi, faut vraiment faire attention. Troisième partie, des idées et solutions à explorer. Dans la partie précédente, j'ai présenté les soucis que pose l'utilisation des bâillons, les problèmes divers et les dangers éventuels. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit renoncer absolument à utiliser un bâillon, mais la question qu'on peut se poser est, est-ce qu'on peut pas trouver des moyens de minimiser tous ces problèmes, des idées qui peut-être ne sont pas parfaites, mais qui permettent quand même d'atténuer le bruit, sans avoir trop de risques, ou en tout cas en les minimisant très fortement. D'abord, je vais prendre un exemple tout simple. Un des buts principaux donc d'utiliser un bâillon, c'est pour atténuer, diminuer autant qu'on peut le bruit. Ça veut pas dire pour autant qu'on ait besoin de l'atténuer à 100%. Si le but c'est de minimiser les problèmes avec par exemple d'autres personnes de votre famille qui sont dans d'autres pièces, ou bien surtout avec vos voisins, il suffit d'atténuer un minimum pour atteindre un seuil qui est suffisant pour que ce soit pas un problème. Du coup, on peut essayer de trouver des solutions qui soient relativement légères, entre guillemets. La première à laquelle moi je pense, qui est toute simple, c'est, puisque un des plus gros problèmes, c'est de mettre quelque chose à l'intérieur de la bouche, avec tous les problèmes que j'ai décrits dans la partie précédente. Une solution évidente, c'est d'éviter de mettre quelque chose dans la bouche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est simple, une solution tout à fait basique, ça va être d'utiliser juste une petite serviette qu'on a repliée, en 2 ou en 4, et qu'on pose sur la bouche. Il n'y a pas besoin de la mettre dans la bouche, vous voyez la nuance que j'apporte, ça va juste faire exactement comme quand vous mettez votre main devant la bouche pour éviter un éternuement, ou bien quand vous voulez chuchoter avec quelqu'un qui est à côté de vous, et que vous mettez votre main pour essayer de minimiser la portée de votre voix, il suffit de mettre quelque chose qui fasse un tout petit peu bouclier entre guillemets, et un simple morceau de tissu un peu épais quand même devrait déjà pas mal diminuer le son. Alors évidemment après le problème c'est que juste poser quelque chose sur la bouche, vous vous doutez bien du problème, c'est que la serviette par exemple, elle va très vite partir, elle va soit tomber vers le bas, soit vers le haut, soit vers les côtés. Donc là, il va quand même y avoir besoin, d'une façon ou d'une autre, de la maintenir sur le visage. Alors bon, il y a plusieurs possibilités. Éventuellement, on peut faire un espèce de système de nœud, quelque chose comme ça. Mais là, l'idée, c'est que cette forme de bâillon sera suffisamment large pour couvrir la bouche, mais n'aura pas besoin d'entrer. Donc vous voyez, quelque chose comme ça résout un certain nombre de problèmes. Pas tous, parce que, par exemple, ça résout pas le problème de la communication et le problème de voir le visage de la personne. Mais ça minimise quand même un certain nombre de soucis. Un peu dans le même ordre d'idées, mais en allant vers des choses un tout petit peu plus sérieuses, entre guillemets, vous avez tout ce qui est masque. Alors là, évidemment, je parle pas des masques de déguisement, bien entendu. Je parle des masques du genre masques médicaux, par exemple, et je pense notamment au type de masque qu'on a pu utiliser pour le Covid, typiquement. Je pense que vous avez pu voir dans les années qui viennent juste de s'écouler
aux périodes où il fallait porter des masques quand on allait dans des magasins, ce genre de choses, vous avez certainement remarqué que c'était parfois difficile, parfois vraiment difficile, de dialoguer avec les personnes qui étaient aux caisses par exemple, ou à l'accueil. Ça m'est déjà arrivé par exemple de croiser des personnes, c'était impossible de comprendre ce qu'elles essayaient de dire. Mais alors vraiment impossible. Parce que vous avez des gens qui marmonnent de façon naturelle déjà, qui ne font pas toujours l'effort en plus d'augmenter leur volume de voix, alors évidemment on n'entend pas, et si vous ajoutez à ça un masque plus ou moins épais et qui déforme assez fortement la voix, le résultat il était catastrophique. Alors cela dit, les masques de type Covid ou grippe, etc., c'est pas suffisant pour l'usage dont là je suis en train de parler, mais je voulais juste évoquer le concept. Donc la première idée serait de partir par exemple d'un masque en tissu qui serait un peu épais, ou bien peut-être même 2 masques l'un au-dessus de l'autre. C'est pas forcément une solution totalement satisfaisante du point de vue atténuation du bruit. Alors les solutions suivantes, ce sont celles que j'ai commencé donc à explorer depuis quelque temps, sur lesquelles je me suis posé des questions et pour lesquelles j'ai fait des recherches. La première chose que j'ai regardée, ça va vous paraître bizarre parce que là on sort totalement de l'idée de bâillon habituelle, mais la première chose que j'ai regardée c'est l'option masque à gaz. Alors si vous connaissez déjà un peu le BDSM, en tout cas l'imagerie du BDSM, vous avez peut-être déjà vu des photos de personnes qui portent des masques à gaz. Et si vous avez regardé des sex shops BDSM, vous avez probablement vu que ça se vend, ça a même peut-être pu un peu vous surprendre. Alors le masque à gaz, c'est à la fois un accessoire de décoration, et ça peut aussi être un accessoire de contrôle de la respiration, qui est une pratique du BDSM qui est assez connue, et qui peut aussi être assez dangereuse, voire très dangereuse, et déraper très facilement. Donc faut faire attention quand on fait ce genre de choses. Et une troisième possibilité, évidemment, c'est que avoir un masque à gaz, forcément, ça atténue fortement, très fortement, le volume sonore de la personne qui porte le masque. Alors j'ai fait quelques recherches à ce sujet parce que personnellement les masques à gaz j'aime pas vraiment, du moins je veux dire ça a jamais été une source d'intérêt majeur pour moi, mais le côté atténuation du bruit et éventuellement pour certains types de masques, parce qu'il en existe beaucoup de types en fait, pour certains types de masques ça peut être utile pour faire donc des pratiques de contrôle de la respiration. Alors j'ai un peu fouillé, il y a pas mal de choses qui existent, bon c'est pas forcément la meilleure solution parce que ça pose plein de problèmes. D'abord ça peut être très dangereux, et puis c'est relativement cher souvent, et pas très aisé à trouver, sauf évidemment quand on va dans des boutiques spécialisées. En parallèle avec cette recherche sur les masques à gaz, je suis allé aussi regarder s'il n'existait pas donc des masques plus orientés cette fois vers l'idée du masque de type médical, mais qui soient orientés vers un objectif donc d'atténuation du son. Alors, j'ai trouvé différentes possibilités. D'abord, je suis tombé sur des masques qui permettent plus ou moins d'atténuer le son, mais qui sont plus faits pour faire du contrôle de la respiration. Donc ceux-là, je vais pas trop en parler parce que c'est un sujet un peu à part. Mais une chose que je connaissais pas, et par contre que j'espérais trouver, ce sont des masques qui sont conçus pour atténuer la voix humaine, et par exemple, ils sont utilisés pour, quand on veut chanter, pouvoir faire des vocalises, pouvoir chanter, faire chauffer entre guillemets sa voix, sans déranger les personnes qui sont autour. Et là, vous avez vraiment presque exactement ce que je cherchais en fait. Dans un format podcast, bien entendu, je peux pas vous montrer la photo, mais imaginez quelque chose qui ressemble assez fortement à un masque de type médical, du type de ceux qu'on porte par exemple pour le Covid, sauf que là, le masque, il est vraiment conçu avec des épaisseurs pour qu'on puisse crier et que à côté, les gens ils soient pas trop, enfin relativement en tout cas, pas trop dérangés. Alors je vous avoue que j'en ai pas encore acheté parce que je viens juste de trouver ça il y a à peine 2 ou 3 jours. C'est vraiment une recherche très récente qui a motivé cet épisode. Mais là donc ça a vraiment attiré mon attention et je pense que c'est une solution intéressante pour résoudre ce problème-là. Donc c'est vraiment une piste que personnellement j'entends bien explorer. Je sais pas si je me procurerai des masques anti-bruit donc de la marque que j'ai trouvée, ou si j'irai chercher quelque chose d'une autre marque, mais en tout cas maintenant que j'ai confirmation que ça existe, je suis assez content d'avoir confirmation que ça existait bien, et je vais pouvoir faire des essais à l'avenir. Donc de ce point de vue-là, je suis assez content d'avoir fait cette recherche. Et a priori, même en n'ayant pas vraiment testé, je pense que là, c'est probablement le meilleur choix, même si, évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes, puisqu'on revient, je me répète, au risque que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, pour la communication, c'est-à-dire que cette solution-là, évidemment, pose exactement le même problème, c'est-à-dire c'est difficile d'entendre la personne, forcément, c'est le but, et ça masque une bonne partie du visage, notamment ça masque totalement le bas du visage, donc ça rend quasiment impossible de voir les mimiques de la personne. Donc je pense que c'est une solution intéressante, mais je nuance en répétant que ça n'est pas sans risque, ça n'est pas sans problème, et les utiliser demande quand même de faire, à mon sens,
assez fortement attention. Même si le fait que là, il n'y ait plus quelque chose qui entre dans la bouche minimise quand même une grande partie des dangers, notamment les dangers d'étouffement, c'est quand même pas une solution totalement parfaite et c'est pas une solution magique. Mais malgré ça, je pense que ce sera une solution vraiment intéressante et à creuser. En tout cas, je me répète, moi, je vais la creuser, ça c'est sûr. Le bruit dans le BDSM, c'est un problème connu, si vous en avez fait ou même si vous voulez en faire, vous avez peut-être déjà réalisé que ça peut être un problème. Surtout si, comme moi par exemple, et comme beaucoup de personnes, vous habitez dans un appartement avec des voisins. Et encore, l'immeuble où j'habite, les murs sont relativement épais, on n'entend pas les voisins à tout bout de champ, même dans les conversations les plus basiques, etc. Chose que j'avais déjà observée dans d'autres appartements, où là c'était absolument impossible de faire quoi que ce soit sans que tout le monde vous entende. Si vous avez, comme moi par exemple, des activités qui génèrent du bruit, et surtout des bruits qui viennent d'une personne, donc des cris et des gémissements, le genre de choses qui risquent d'attirer une attention de la part de voisins qui se disent « Ouh là là là, qu'est-ce qui se passe chez eux là, qu'est-ce qu'ils font ?» C'est sûr que avoir une ou des solutions pour minimiser tout ça, c'est vraiment utile, et dans certaines situations, je pense que c'est plus que utile, je pense que c'est indispensable. Franchement, je pense à l'appartement dans lequel habitait une amie. Franchement, ça aurait été impossible de faire quoi que ce soit dans cet appartement-là. On entendait littéralement les voisins qui parlaient de façon normale. Vous imaginez ? On n'aurait rien pu faire dans cet appartement-là. Donc si on est dans ce genre de situation, c'est quasiment indispensable si on a évidemment des activités qui génèrent des gémissements, des cris, etc. Si on veut être tranquille, il n'y a rien à faire, il faut une solution, et je pense que dans ce genre de cas, utiliser un système de type bâillon au sens large, ou bien le masque dont je viens de parler à l'instant, ça peut permettre de faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire autrement. Après, évidemment, les soucis, je les ai présentés, il y a quand même des problèmes, des inconvénients, éventuellement des dangers qui peuvent être assez sévères, donc faut faire attention. Donc il faut peser le pour et le contre, mais je pense que si on fait quand même attention, et puis si on fait pas des choses qui sont quand même trop intenses ou bien trop dans la durée surtout, parce que la durée c'est un gros problème en fait, je pense que en utilisant comme d'habitude son cerveau, son bon sens, etc., c'est possible d'utiliser ce genre de méthode pour atténuer le bruit, pour atténuer les gémissements, les cris, sans que le risque ne soit trop élevé, le tout étant de garder en tête, attention, il peut y avoir des problèmes. C'est ça qu'il faut garder en tête, il faut garder en tête, il peut y avoir un risque, donc restons vigilants, faisons attention à ce que nous faisons, écoutons bien les bruits que fait la personne, regardons le visage, etc. Bref, minimisons les risques. Si on fait attention, c'est un peu comme pour tout dans le BDSM, si on fait attention, qu'on a une prudence, qu'on ne s'est pas bourré avec 3 litres d'alcool avant, ce genre de stupidité, je pense que c'est tout à fait faisable avec un risque maîtrisable. Donc voilà, c'était mes pensées à l'heure actuelle sur ce sujet. Je prétends pas avoir parlé de tout, il y a sûrement d'autres possibilités auxquelles j'ai pas pensé. Et donc moi, à l'heure actuelle, ce que j'envisage le plus pour ce genre de choses, c'est vraiment la piste du masque anti-bruit. C'est vraiment, à mon avis, une bonne solution. Après, il y a d'autres usages du bâillon pour les côtés domination, etc. Mais là, je ne voulais pas en parler dans cet épisode. Je voulais me concentrer que sur le côté des problèmes de bruit. Donc j'espère que cette présentation, même si elle est un peu superficielle, vous aura au moins donné des grandes pistes si vous vous posiez des questions sur ce sujet, et que ça vous aura donné une base de réflexion si vous faites des recherches sur le sujet. Comme ça au moins vous partirez pas totalement au hasard, vous avez déjà un certain nombre d'idées, de possibilités qui existent, à vous de voir si vous allez plus loin, si vous voulez vraiment utiliser ce genre de technique ou pas. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées d'articles ou d'épisodes de podcast, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site principal à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous trouverez sur la même page mon adresse email, si vous voulez m'envoyer un message directement, et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas, je suis toujours très intéressé, toujours preneur de tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.